Je vous présente la saison 2 du balado Les Foins Finaux, où on parle de plantes fourragères pérennes en 10 épisodes avec des producteurs et des intervenants du milieu. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins Finaux, on discute avec Éric Leclerc de Ferme d'Amérique. Éric est producteur laitier, oui, producteur issu d'un transfert non apparenté. Ce qui, je pense, rend Éric très résilient dans son système avec une histoire de succès comme ça de son transfert non apparenté, mais aussi de son évolution assez rapide. Je dirais que c'est l'équipe qui l'entoure. Éric est pas mal bon pour cerner les gens, puis ça a été un honneur de faire partie de son équipe quand j'étais représentante. Fait que ça me fait plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui. Bonne écoute! Salut Éric! Allô? Comment ça va? Je peux me présenter? Ben oui! Éric Leclerc, producteur laitier à Saint-Édouard de Clifton, production laitière, 100% culture foin. J'ai 120 acres en culture. J'ai des graminées, j'ai des mélanges luzerne graminées. J'ai pas luzerne peu, je fonctionne jusqu'en mélange. Ouais. Fait que j'ai 120 acres chez moi, puis j'ai 30 acres que je loue chez un voisin. OK, parfait. Pour combler mes besoins en fourrage pour toute l'année, pour vaches et relèves. Parfait. Puis c'est combien d'animaux, combien de quotas? Ouais, c'est assez important. Ben quand même, juste pour donner une idée de bon, l'ampleur. on traîne normalement entre 55 et 60 vaches à l'année pour 75 kilos à produire. Puis on a environ une quarantaine de vaches, quarantaine de relèves. Oui, parfait. Puis tout de bien 7-8 vaches tarifs. Fait qu'on on tourne entre 105-110 têtes. Parfait. Fait que là, Saint-Édouard, c'est pas le corn belt de l'Estrie, hein? Fait que c'est juste du foin. Chez moi, ouais, c'est juste du foin. Juste du foin. Les voisins, ils en font. Ça se fait quand même. Oh, il y a du monde qui font du soya, il y a du blé, il y a du maïs en silage, maïs grain, je sais pas s'il y a du maïs grain qui se fait. Sûrement, pas très loin en tout cas. D'après moi, oui. Good. C'est quoi ton histoire, Éric? De où tu pars? Comment est-ce que tu t'es rendu à où est-ce que tu es aujourd'hui? Ouais, je me suis rendu à Saint-Édouard. C'était un peu un hasard de la vie. Moi, je suis natif de Upton, dans la région de Saint-Hyacinthe. Mon père était producteur laitier aussi. Puis, j'ai décidé de ne pas prendre la relève là. J'ai pris un chemin différent. Puis, j'ai rencontré ma conjointe à Saint-Hyacinthe à l'ITA en 2001. Puis, moi, j'ai quitté la ferme familiale en 2004. Ouais, c'est ça. Fait que là, en 2004, j'ai pris une voie différente. Moi, Amélie, dans ce temps-là, s'est trouvé de l'emploi à Princeville. Fait que je l'ai suivi à Princeville aussi en même temps. Mais on a tout le temps eu le désir d'avoir une ferme quand même dans tout ça, malgré les défis qui pouvaient apparaître dans tout ça. Puis là, à un moment donné, on a eu une certaine opportunité à Martinville qui n'a pas fonctionné. OK. Mais admettons, quand tu as fini l'ITA, puis tu as décidé que tu ne reprenais pas la ferme de ton père, est-ce qu'à ce moment-là, tu disais que tu allais être représentant ou est-ce que c'est parce que tu voyais pas comment ça allait se faire, la relève avec ton père, puis tu savais qu'il fallait que tu t'achètes une autre ferme ailleurs, mettons, à ce moment-là? J'ai jamais rien planifié. J'ai tout appris le courant de la vie comme qu'elle venait, comme se présentait, mes envies. Fait que, puis là, je voulais suivre Amélie, fait que je l'ai suivi là-bas. Je me suis trouvé un emploi là-bas. J'ai eu envie de voyager, j'ai voyagé un petit peu. Puis, derrière ça, on a tout le temps eu l'idée, moi et Amélie, d'avoir notre ferme à nous autres. Mais sans se planifier, sans voir, bon, ça va être telle place, ça va fonctionner de telle façon. On a tout le temps laissé la vie s'en venir à nous autres un petit peu. Puis à un moment donné, on a eu une opportunité qui s'est présentée. Puis là, ça a été un petit peu le coup de pied pour nous pousser à faire vos devoirs. Faire nos devoirs, puis ça avançait un peu plus dans notre projet de vie d'avoir une ferme. Parce que là, dans ces années-là, on était rendu autour de... C'est en 2007, on avait environ 25 ans toutes les deux. Puis là, quand on a eu l'opportunité à Martinville, on s'est présenté à Martinville pour voir comment c'était pour fonctionner. Puis là, ça finalement, le projet pour fonctionner là. Ouais. Excuse-moi. Mais, entre-temps, l'opportunité de la ferme qu'on a aujourd'hui, de la ferme à Michel Côte-Noire, elle s'est présentée. Puis là, avec l'expérience qu'on avait eue dans le passé à Martinville, on savait quel chemin prendre puis quoi faire dans ce moment-là. Fait que ça fait que... Quoi pas faire aussi. Ou quoi pas faire. Fait que là, c'est avec Michel, on s'est assis sérieusement. Puis là, le projet s'est développé. Puis ça s'est concrétisé en 2011. Ouais. Que moi et Amélie, on a acheté la ferme. Un transfert non apparenté. Transfert non apparenté avec Michel Côte-Noire. Puis à ce moment-là, quand vous l'avez acheté, c'était-tu la même grosseur de ferme? Ça avait l'air de quoi? Tu sais, comme à ce moment-là, en 2011, quand vous avez acheté, c'était quoi cette ferme-là? C'était une ferme qui trayait autour de 50 vaches, je dirais, avec un quota de 47 kilos.
OK. Fait que quand on a pris la relève, ben, on avait le quota relève de 5 kilos. Fait qu'on a monté à 53 kilos en partant. Puis dans les années, quand même été chanceux parce qu'on a été des années assez quand même flamboyantes dans ces années-là, dans certains points, dans le sens que le quota relève était là. Puis il commençait déjà à donner du quota, la production de lait du Québec donnait un petit peu de quota. Fait qu'on a tout le temps grossi un petit peu malgré nous autres, un petit peu de croissance sans acheter de quota. Fait que ça nous a quand même beaucoup aidé. Ouais. Puis sinon, Michel, c'est 100% foin, mais tu sais, il y avait beaucoup. Il faut pas dénigrer le passé, là, mais il y avait des lacunes là, dans la rotation de culture, choix de cultivar, Ouais. amendement au champ. Ouais. La chaux, ces choses-là. Chaud, Ouais. puis même les engrais choisis, c'est pas nécessairement les bons engrais choisis non plus. Les éléments mineurs, tout ça. Ouais. Fait que c'était pas mal ça la reprise de la ferme. Puis même dans les bâtiments, il y avait un petit peu de mise à jour à faire aussi. Fait qu'on a fait beaucoup de mise à jour dans le confort animal, tout ça. Oui. Fait que... Une partie neuve. Puis... Ouais, on a aménagé pour les tares. Après ça, un peu plus tard, on a aménagé, même pour les vaches, là dedans, il y avait des modifications à faire. Pas majeures, mais assez pour faire une différence pour le confort des vaches quand même. Ouais. Puis après ça, comme dans les champs, ça va toujours me rappeler, dans notre premier projet, je me rappelle pas dans le temps, des fois le temps il est flou, là, mais à un moment donné, j'avais rencontré un monsieur à Financière agricole, monsieur Normand Fouquet, puis lui, il rêvait d'avoir une terre aussi, puis sans nous enlever l'optimisme qu'on avait, moi et Pamili, mais il disait vous allez devoir travailler fort, parce que moi j'ai voulu dans le temps, ça n'a pas fonctionné, puis on remet tout le temps le projet, puis finalement, j'ai jamais réussi. Puis, tu sais, ça ne nous a pas découragés parce que moi et Pamili, on était optimistes, puis on était quand même très, très... Ouais, c'est ça, on avait les outils, puis la volonté de la volonté travailler. de le faire, puis de trouver les bonnes personnes, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste la volonté, il faut avoir les bonnes personnes dans l'entourage. Puis, Michel, il nous donnait quand même un très gros coup de pouce pour pouvoir l'acheter aussi, là, tu sais. Fait que ça va de soi, là, c'était l'aide majeure qui nous a poussé. Mais en tout cas, pour venir à Normand Fouquet, je me rappelle un moment donné, dans une de ses rencontres, il me disait que ça commence au champ. Moi, dans ma tête, c'était pas vraiment vrai parce que je me disais, pourtant, l'argent est dans la grange. Mais pour faire de quoi dans la grange, il faut peut-être de quoi amener aux animaux parce que si tu amènes des fourrages moyens. Ça coûte vraiment moins cher quand dans le champ ça va bien. C'est en plein ça. Fait que souvent, je me remets à qu'est-ce qu'il me disait que c'est dans le champ que ça commence. Puis même si je n'étais pas d'accord dans le temps, je me dis aujourd'hui, il y avait peut-être pas toute raison, mais il n'y avait pas tout tort non plus. Puis tu sais, des fois, c'est un peu ça leur job de. S'assurer que ton rêve est réaliste, puis que tu es conscient des efforts, puis que ça va être difficile. Puis c'est vrai que c'est tough, mais c'est pas parce que c'est tough que ça se fait pas. Mais quand t'es jeune, des fois... en tout cas, moi, je la ferais pas leur job de tout le temps comme « c'est ambitieux ton affaire! » Tu sais, moi, je pense que je pars vite en peur de « Ah, il me semble que ça a l'air trippant ton projet, mais c'est ça, il faut se garder une petite... Mais ça me fait penser souvent à mon créancier principal. Il me dit, puis même encore aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on a la ferme aujourd'hui. Puis il me dit, des jeunes comme vous autres, dans le temps qui venaient me voir, il y en a 9 sur 10 que ça mène à rien, tu sais. Fait que, il dit, quand il nous a rencontrés la première fois, tu sais, il dit, encore des jeunes qui viennent nous voir, tout ça. Mais, tu sais, j'avais dit à que, on ne voulait pas le nommer, mais... Trop tard. Trop tard, on va trop tard. Mon créancier principal, j'ai dit, c'est quoi j'ai à faire, c'est quoi mes devoirs. Puis je pense que ça avait pris comme un an avant que je leur communique avec. Puis je dis, bon, mes devoirs sont faits, là, on est prêt à s'asseoir, puis à faire des budgets sérieusement, puis comment ça fonctionne. Puis il était vraiment content parce qu'il 9 sur 10. Il est tout le temps content de voir quelqu'un qui a fait ses devoirs et qui est prêt. Là, fait qu'il dit, il me dit tout le temps, c'est ça que je trouve super chez vous parce que vous avez pris ça au sérieux, puis vous avez fait vos devoirs comme il faut. Puis quand vous êtes revenu me voir, mais c'était pas juste encore du rêve, là, c'était du concret. C'était concret, puis vous étiez prêt à faire le saut. Fait que ça les a... on oublie souvent les créanciers, il y en a qui pensent que c'est une bébite qui fait peur et qui est stressante, mais pourtant, ce sont nos meilleurs alliés. Ouais, oui. Puis souvent, je dis aux gens, là, vous pas ayez peur de vous confier à votre créancier parce que c'est lui qui est là pour vous conseiller. Des fois, on est dans une impasse puis on trouve pas d'issue. Mais des yeux extérieurs, c'est vraiment important parce que les autres, ils ont de l'expérience, ils ont vu beaucoup de cas, puis ils sont souvent là pour calmer le jeu un peu. Tu sais, on a pas tout le temps des moments faciles à la ferme, là, nos défis comme plusieurs ont aussi. Puis c'est arrivé souvent qu'on a appelé cette personne-là, dit, gars, bon, on est rendu là, telle affaire, puis là, dit, OK, mais souvent, il nous dit, c'est pas si mal, tu sais, il met les affaires en perspective, fait que
faut pas avoir peur de se confier à eux, puis Ouais. dire, de parler de nos problèmes, parce que ils sont pas là pour nous donner des tapes de ses doigts. Là, Mais non, c'est ton équipe, là. C'est Tu l'as notre choisi, équipe. là. Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, Ouais. fait que, c'est souvent le genre de ça. T'es chanceux, t'as un bon lien de confiance. Mais tu sais, c'est pas un hasard, on l'a créé, ce lien de confiance-là. Tu sais, Ouais. il est au courant de nos projets, il est conscient de notre vision, de Puis, nos objectifs. Parce que- Il y a du choix, là. Tu sais, si t'avais pas eu un bon lien, puis t'avais pas eu confiance, puis t'avais l'impression que lui avait pas confiance en tes capacités, probable que t'aurais emprunté ailleurs, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des Ben, options, là. c'est pas pour que c'est devenu mon créancier principal, parce que Ouais. j'ai croisé d'autres jeunes dans d'autres instituts financiers que ça n'a pas cliqué, qui n'ont pas créé mon projet. Moi, un moment donné, j'étais allé voir un créancier au début. C'est sûr que quand tu commences en affaires, c'est une école, la vraie vie. Hein. Parce qu'à un moment donné, avant, disons, entre Martinville et Saint-Edwidge, il y a eu un projet. Puis je m'étais fait un super plan d'affaires, papier, puis la patente. Puis c'était en production laitière aussi, le projet. Puis j'allais voir un créancier. Le créancier, il m'a dit, ah, beau travail, Eric, mais on n'a pas besoin. Il a pris mon plan d'affaires, puis il a foutu un récup direct dans ma face. Ben, voyons OK, donc. ben bon, explique-moi comment ça fonctionne. Ça On fait n'a que pas besoin. là, hein, j'avais travaillé. Ben, j'ai appris à l'école, moi, ça. Après ça, pour les budgets de la patente, puis il m'a dit non, vous prenez ça à l'école, mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait de même. Fait que là, il m'a expliqué. Fait que, ça a été choquant sur le coup, mais en même temps, j'ai appris avec cette personne-là. Puis tu sais, tu l'as appris quand même pendant que tu le faisais, c'est juste que c'est une bonne petite claque d'en face Ouais, c'est quand pas- tu te le fais. Fait que là, finalement, ben, avec cette personne-là, ça n'a pas bien parce que ça. Avec cette personne-là, ça allait quand même, mais selon la conjoncture, là, avec la financière, les institutions financières, puis ça marchait ça a juste ça pas marchait donné. pas dans, ça Ouais, marchait c'est pas ça. dans le projet. Fait que là, finalement, avec mon vrai créancier, ben, on a développé un lien de confiance. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que, comme tu vois, quand ils ont donné beaucoup de quotas l'année passée, ils ont donné comme des pourcentages. Ouais. Puis nous, à la ferme, on a une vision claire et assez définie de qu'est-ce qu'on veut. Puis comme objectif final, parce que c'est important Ok. d'avoir des objectifs finaux, parce que on voit qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de projets, mais c'est quoi qui est l'objectif pourquoi vous faites ce projet-là? C'est quoi l'objectif? C'est pas juste parce que je veux faire plus de quotas, mais pourquoi je veux faire plus de quotas? Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a Ben qui oui. disaient achat de terre, achat de machinerie, tu sais, il y a plein de projets possibles. Mais nous, à Ferme d'Amérique, on a un objectif clair, puis une vision claire de ce qu'on veut comme ferme, comme futur. Puis ton objectif, il se compte-tu en quota ou en argent que tu ramasses? Tu sais, comment, en argent que tu veux avoir pour vivre ou comment est-ce que tu vois ça? Tu sais, sans me dire le chiffre, là, mais tu sais, comme me dire... C'est ni un ni l'autre. OK. Nous autres, quand on a acheté la ferme, nous autres, c'était un projet de vie, c'était un rythme de vie qu'on voulait, tu sais, Ok. être ses patrons. Tu sais, dans le travail, c'est quand même un travail comme accomplissant, tu sais, de l'accomplissement personnel, là, je veux dire, Oui. tu sais, il y a beaucoup d'accomplissement là-dedans, fait qu'on voulait un travail qui permettait ça, un travail qui permettait de passer beaucoup de temps avec les enfants. Mhm. Tu sais, parce que, oui, on a une grosse charge de travail, mais notre horaire du temps est ultra flexible, là, on oublie ça, tu sais, oui, il faut se lever le dimanche matin, oui, il y a des veillages le dimanche après-midi, oui, des vaches à chaudière le mardi soir, en même temps que d'autres choses, puis, mais on reste super flexible dans notre temps quand même. Ben oui. Fait que, puis, c'est ça qu'on cherchait, fait que puis on voulait une entreprise qui était viable à deux. Puis si un jour, puis sans être assez gros pour avoir une nécessité d'avoir un employé. Ouais, une obligation. Une obligation d'avoir un employé. Ouais. Fait que c'est ça, ça faisait partie des bases de nos choix puis d'objectifs d'entreprise. Puis la vision, ben, à un moment donné, c'est ça, tu sais, on a souvent la pression qu'on a extérieure devant la croissance, Ouais. mais la croissance n'est pas nécessairement égale à la rentabilité non plus. Mhm. Fait que c'est tout le temps de trouver le balancier et l'équilibre là-dedans. Fait qu'avec notre créancier principal, on a souvent cette discussion-là. C'est où qu'on se retrouve. Puis comme à un moment donné, on avait, en 2019, quand on a construit le bedpack, on avait ce projet-là. Première question que notre créancier nous a posée, c'est côté main-d'œuvre, vous êtes où? Parce que lui, il savait notre objectif, Ouais. qu'on ne veut pas de grossir puis avoir une obligation d'employé. Mhm. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un petit employé pareil de temps en temps pour donner Avoir des congés de puis avoir du lousse, Ouais. puis ça n'empêche pas ça. Mais c'est pas une obligation que si on n'a pas d'employé, on est dans la chenoute parce que Ouais. on fournit pas. Là, on est rendu qu'il faut travailler 20 heures par jour parce que le gars n'est pas rentré. Puis la personne d'employé tente de former quelqu'un d'autre. Mais qu'on ne voulait pas rentrer dans ce genre de tourbillon-là. Ben ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un exemple qu'on a eu avec cette personne-là, notre créancier, que Lui, il comprend c'est quoi ton objectif, puis il garde toujours ça en tête. c'est en plein ça. Puis Ouais. tu sais, comme dans C'est le magique, passé. ça. Wow. Comme dans le passé, on a eu des opportunités. Bon, fait que là, moi et Émilie, tu sais, on est capable de prendre des décisions nous autres mêmes. On ne demande pas à nos créanciers, bon, on peut-tu pas. C'est juste c'est un appui Ouais. qu'on va chercher pour voir, bon,
dans qu'est-ce qu'on voit, c'est-tu correct ou c'est pas correct? C'est plus un qu'est-ce que t'en penses. C'est pas une permission que tu demandes, c'est une opinion. C'est en plein ça, parce que lui, sa job, c'est comme... lui, sa job, c'est de savoir si on est capable de payer ou pas payer. Ouais. Sa job principale, c'est ça. Fait que quand tu as un projet, ben, lui, il n'est pas là pour juger que c'est un bon ou moins bon projet. Il va te poser des questions sur ton projet, oui. Mais si au final, peu importe ton opinion, puis tu veux la faire, ton projet, mais lui, la question, il faut qu'il se pose, bon, as-tu les moyens de le faire ton projet? Ouais. Puis si oui, ben regarde, il va te prêter l'argent, puis toi, tu vas faire les paiements après, puis tu vas vivre avec tes décisions. Ouais. Parce que, je me rappelle, à un moment donné, on avait une petite opportunité d'acheter une terre, à un moment donné, puis là, on s'est dit, bon, okay, l'opportunité est là, le prix, c'est ça, fait que l'impact, ça va être quoi, l'impact? Fait que là, l'impact, c'est ça. Bon, qu'est-ce que ça va amener dans notre futur, cet impact-là? On est-tu prêt à vivre avec ça ou pas vivre avec ça? Selon notre objectif, on dérive-tu ou ça reste quand même... Mettons, j'aurais un objectif de croissance, disons, parce que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai des enfants que je suis sûr qu'ils vont avoir la relève. Puis les trois reprennent la relève, ça va être un les trois, là, tu dis, ouais, OK, sans ça, ben, ça va être difficile de faire le transfert. Fait, mais dans ce temps-là, on n'était pas là du tout. Fait que là, la question, c'était, bon, on va-tu devoir travailler 20 heures de plus par semaine l'été à cause des terrains? Va-tu pouvoir acheter de la machinerie? Nous autres, on marche pratiquement à 100% forfait chez nous pour les récoltes de foin. Fait que là, bon, le gars de forfait, ça amène-tu des enjeux? C'est tout ça un petit peu. Faire 50 heures de plus, ça change. Fait qu'il faut s'asseoir puis voir, oui, il faut regarder les budgets, oui, il faut regarder les coûts, mais physiquement, t'es où? Puis t'as-tu envie de le faire aussi? Ben oui. Fait que, il y a beaucoup de questions à se poser, à autre que, mettons, l'argent qui rentre, ça prend plus de quotas, ben oui. ou performances technico-techniques, technico-économiques. On a beaucoup de pression là-dessus aussi, là, par les représentants de meunerie. Ouais, si tu fais telle affaire, tu vas faire plus de gras, mais il y a d'autres questions aussi à se poser parce que oui, l'argent c'est important, mais je trouve que dans la vie, il y a d'autres choses qui peuvent être plus importantes que l'argent en soi. Mais ça, c'est ça, il faut se faire tes paiements. Il faut se faire quand même. Ça, c'est une belle phrase quand tu en fais de l'argent. C'est ça. Mais, puis des fois, il faut se poser la question, bon, disons que tu as fait des mauvais choix. Faut pas dire le mauvais choix. Tu as fait le moins bon choix, disons. Oui, c'est une bonne façon de le voir. C'est tout le temps des nuances. Hein. C'est comme dans ton questionnaire, tu dis c'est quoi tes bons coups, tes moins bons coups. Ouais, faut-tu dire mauvais coup ou faut dire moins bon coup? Mais parce qu'au final, tu sais, des fois, quand tu as pris cette décision-là, tu l'as réfléchi puis tu étais certain que c'était la bonne chose à faire. Avec les connaissances du jour que tu as pris la décision. Oui, exactement. Là. Tu le sais pas, la température qu'il va faire demain puis après-demain. Tu sais, c'est facile de... Ça, à un moment donné, c'était la bonne... Tu sais, comme c'était la bonne décision à ce moment-là. Puis finalement, tu finis l'été puis... Hey, je me suis tiré dans le pied en baptême en faisant ma première coupe à cette date-là. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là, mais... Mais une ferme, c'est plus qu'au-delà de ces décisions-là, je pense. Là, le fondement d'une ferme, là, c'est oui, il faut performer d'une manière parce qu'on vit dans un monde capitaliste, fait que ça prend de l'argent pour pouvoir rouler nos affaires. C'est un peu... on peut pas passer à côté de ça. En tout cas, c'est très difficile de passer à côté de ça. Ça serait juste idyllique de penser le contraire, je pense. Puis pas de créancier, c'est peut-être une chose, là, mais à un moment donné, l'argent, tu l'as emprunté, il faut que tu la rembourses. Oui, puis ça naît après. Ça fait partie de notre choix de société. Puis, ce que je veux dire par là aussi, ça va être un bout à couper. Mais non, on coupe rien, c'est pas grave. Si tu y repenses, ouais, c'est ça. Fait que, une ferme, c'est plus que ça. Oui, il faut que tu fasses tes paiements, il faut que tu fasses tes affaires, il faut que tu sois heureux. Parce que on n'a pas toutes des valeurs égales par rapport à... Peut-être un peu de fun au moins. Ouais, peut-être un peu de fun. Puis face à l'argent, on n'a pas toute la même valeur face à l'argent, tout le monde non plus. Là, la tolérance, puis tout ça. Fait que c'est un enjeu qu'il faudrait essayer de passer à côté, mais c'est difficile de passer à côté de ça parce que tu en as besoin de l'autre côté aussi. Oui, définitivement. La société fait que c'est facile d'en vouloir tout le temps plus. Oui, puis se créer des besoins. Moi, je me suis rendu compte, là, moi, qu'est-ce qui était vraiment bien dans le début de ma ferme, c'est qu'avec l'ancien propriétaire, on avait des ententes. J'ai pas acheté sa ferme puis j'ai pas pu partir sur une délire de... C'est une go, bon, ben, il m'aide, là, fait que j'ai un lousse par l'autre bord, fait que je vais profiter de ce lousse-là pour allonger ma grange, m'acheter un pick-up, m'acheter un tracteur. Non, j'ai dû me faire discipliner pendant 5 ans parce que pour chaque... il me semble dans le temps, c'était 20 000 ou 25 000, je ne me souviens plus du montant. Parce qu'au début, le propriétaire, il voulait mettre 10 000.
Mais dans ce temps-là, en 2011, on payait déjà le maïs à 260, 280 pièces, même quasiment 300, c'était vraiment cher. Fait que là, le comptable avait dit à Michel, il dit, ça veut-tu dire qu'à chaque fois qu'Éric va vouloir acheter une vanne de maïs, il va falloir qu'il t'appelle et te demande la permission? Parce que... la vanne était pas mal à ce prix-là. Était comme genre 12 000 pièces probablement, là. Je me rappelle plus par cœur. Fait que Michel avait mis une limite de... Si je faisais une dépense à haut de 10 000, il fallait que je demande la permission. Mais là, on avait vu avec la conjoncture de tout ça, on avait monté ça à 25 000. Mais on s'entend que pour des choses en bas de 25 000, il n'y a pas tant de choses. Non, c'est ça. Fait que là, ça nous a forcé à se discipliner. Puis faire des choix par rapport à cette limite-là. Ben oui. Fait que ça nous a forcé aussi à devenir créatifs. Au lieu de... ça a été facile d'appeler le gars de matelas puis dire bon, on range le matelas, c'est une pour 40 000, mais ça me le prend, mais non, ça nous a forcé à réfléchir, prendre du recul sur nos créations de besoins. Ouais. Puis je pense que c'est un mal aujourd'hui, c'est créer des besoins, c'est facile. Ben oui. Surtout que le crédit est super facile aussi, à quelque part, là, on se cachera pas que c'est facile. C'est ça. Ouais. C'est facilement accessible. Accessible, c'est ça. Vraiment. Fait que ça nous a forcé à ça. Puis je pense qu'on a gardé quand même cette rigueur-là. Cette rigueur-là, dans notre cheminement de ne pas se créer des besoins inutilement. Il y en a qui se créent comme un petit CA, là, mettons, avec le père, le beau-père, une autre personne extérieure quand ils ont confiance. Puis que c'est juste à chaque fois qu'ils ont, tu sais, mettons, ça peut être à 50 000, là, mettons. Mais s'il y a cette barrière-là de 50 000, mettons, qui est créée, OK, là, il faut s'asseoir avec le CA. Le CA qui n'ont pas de part dans la firme pantoute. C'est vraiment juste de... Comme des mentors, dans le fond. Là. Un peu comme des mentors. Hein. Je suis capable de te convaincre que j'ai besoin de cet investissement-là de 50 000. Puis si je suis capable de te convaincre, ben crime, mes arguments sont bons, c'est logique comme plan. Quand même, c'est une bonne idée. Ça ralentit quand même des achats... compulsifs. Oui, c'est comme un peu impulsif. Là. Sauf que... Au moins, tu sais, ça valide, j'ai-tu bien réfléchi mon affaire, puis j'ai-tu comme les bons arguments, mes arguments, où tu sais, tout le monde a déjà dit des arguments qui étaient complètement pas... tout le monde peut se convaincre, hein? Je trouve que c'est vraiment un bon argument, ça. En tout cas, moi, je me suis fait dire souvent dans ma vie. Des fois, tu crées ce besoin-là, puis tu vois pas d'autre chose, mais quand tu fais une formule de même, ça te force à amener d'autres opinions, j'imagine. Ouais. T'as pas vu ça de même à la place. Puis, exact. Puis de comme là, je pense que t'exagères. Là, dans ton calcul, pourquoi t'as pas calculé ça de même? Parce que des fois, on calcule ça de notre avantage. Ben oui, évidemment. Puis des fois, ça prend quelqu'un qui te met le nez dans le caca un petit peu. Je pense que bon, t'exagères, là. C'est quoi la grosse différence d'avoir une ferme à Saint-Edwidge puis avoir une ferme à Upton? C'est quoi que tu vois comme qui est ultra différent de ce que ton père a fait? Là-bas, dans cette région-là, le mot, c'est de faire de l'agriculture, parce que tout le monde fait de l'agriculture. Mm-hmm. Mais personne, je ne peux pas dire personne parce que je suis plus dans ce milieu depuis quasiment 20 ans, là. Mais dans ce temps-là, quand j'étais là-bas, il n'y a personne qui se posait la question si c'était rentable ou pas rentable faire de l'agriculture. Mm. Le monde, il y avait du terrain, puis il fallait se mettre de quoi sur le terrain. Fait que le monde cultivait du maïs, cultivait... Puis le voisin venait à vendre, tu l'achètes, tu te poses pas de questions, hein? Ouais. Oui, il y en a que oui, il y en a que non. Là, c'est quand même partagé comme par ici aussi. Il y a du monde qui sont en full croissance, puis il y en a d'autres qui sont un peu en croissance. Mais là-bas, il y a certaines régions qui ont plus de compétition entre plusieurs voisins. Que peut-être ici, c'est peut-être bien moins de voisins qui compétitionnent pour l'achat de terrain. Mais ça, là-bas, d'emblée, le monde, ça cultivait. Puis, tu sais, des fois, je me pose la question, bon, c'est-tu vraiment rentable? Parce que la plupart des gens là-bas, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai aujourd'hui que dans le temps. Mais dans le temps, tout le monde avait du lait pareil à quelque part ou une production autre que grande culture. Fait que ça se confondait tout dans la comptabilité. C'était en plein ça. Fait que le monde ne peut pas nécessairement dire les vrais chiffres de la rentabilité de chaque poste de travail. Mm-hmm. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai que le 20 ans. Mais mettons, on peut parler de maïs ensilage, parce que moi, chez nous, je suis 100% foin. Puis, pas parce que je suis contre le maïs ensilage, mais moi, pour ma vision d'entreprise, puis ma vision de producteur laitier, je pense qu'il y a d'autres options que le maïs ensilage qui s'offrent à nous autres. Mm-hmm. Puis, là-bas, le 20 ans, je me rappelle, les premières années ici, le monde, ça se met quoi, du 2002-2003. Quand c'était du 2004, t'étais quasiment pas... T'étais game, là, tu sais. Puis par chez nous, c'était du 2008, ça existait déjà. Puis ça met un arbre de maïs à Saint-Édouard, puis ça met un arbre de maïs à Saint-Hyacinthe, c'est le même coût de production, là, de semences, je parle. Oui, mais l'engrais, la semence, l'arrosage, c'est toute la même chose. C'est toute la même chose, tu sais. Puis même le frais de machinerie, c'est pareil. Ouais.
Mais là, aujourd'hui, je peux plus vraiment parler parce que je connais plus les rendements de là-bas. Mais dans ce temps-là, il y avait déjà une différence majeure entre les deux régions. Fait que tu dis, OK, fait que je me suis toujours posé la question, bon, pourquoi on se force à faire du maïs ici, tandis que là-bas, ils ont des meilleurs rendements ou une meilleure rentabilité, pourquoi je ne profiterais pas de ça? Moi, c'est ma vision. Comme je préfère acheter du maïs grain. Comme là, cet automne, j'ai acheté du maïs grain à 250$ la tonne. Ça vaut-tu la peine de faire du maïs à ce prix-là de grain que tu peux acheter? C'est ça, Mais il y a des années que oui, le maïs, on l'a monté à 400$ la tonne, mais ça a duré 2 ans. Fait que, le marché, c'était des fluctuations. Ouais. Mais bref, puis le maïs à silage, j'ai jamais été porté vers ça parce que, premièrement, dans l'historique de la ferme, il n'en faisait pas. Ouais. Deuxième des choses, j'avais pas l'entreposage pour mettre du maïs à l'année puis d'avoir une reprise qui était facile. Comme il y a beaucoup d'options. Comme quand tu n'as pas de silo, tu peux faire une mule, tu peux faire des bagues, mais es-tu équipé pour faire ta reprise de façon comme correcte, sans être dans la boîte, puis partir un tracteur, ouvrir la porte l'hiver. Il y en a plein qui sacrent en ce moment là-dessus. Fait que tu dis, t'as beaucoup de défis autres que juste le coût d'alimentation de tes vaches. Puis avec moi, je fais affaire avec Lactanet pour mes rations de vaches à lait. Puis elle m'a jamais convaincu du potentiel d'économie de ma ration de mettre du maïs en silage. Puis il y a un petit potentiel d'économie, mais à quel prix par l'autre bord? Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu poses la question. T'es d'un côte, là, quand même, t'as pas de champ très planche, là, ben t'en as 2. Ça serait quand même pas si mal, je veux dire. Mais tu sais, comme on parle d'érosion puis de choses comme ça, en ce moment, t'es super protégé avec tes champs de foin dans tes côtes, là, c'est pas... Oui, c'est un avantage, puis autre que ça, c'est que moi, je fais faire mes récoltes à forfait. Fait que rendu dans le temps du maïs en silage, ben, t'as pas un mois réel. Ça prend un mois de faire les récoltes d'un à l'autre, là, mais dans la réalité, t'as pas vraiment un mois de faire des récoltes là-dedans. Non. Fait que je me retrouverais où? Dans la liste. Dans la liste, il y a des stratégies comme, mettons, semer un maïs plus hâtif. Fait que tu peux être des premiers, mais c'est quoi que tu manques en mettant un hybride hâtif? Après ça, il faut se poser des questions comme ça. Après ça, ben là, je suis à forfait, mais il faut payer faire RC. Il faut payer. Moi, j'ai pas de semeuse de maïs, fait que je ne m'achèterai pas un planteur pour 20 arbres ou 25 arbres. Fait qu'il faut payer pour ça. Ton arrosage. Les arrosages, tout ça. Puis il me dit toujours que si un jour je peux faire du maïs en silage, je vais faire ça sur la coche, je vais mettre une plante intercalaire, c'est sûr. Après ça, là, pour augmenter tes rendements, ben, tu vas pouvoir faire des arrosages supplémentaires. Fait que, c'est sûr qu'il est propre. Puis, Fait que, ça amène d'autres enjeux aussi. Fait que autre que l'entreposage. Fait que là, de toute façon, au début, c'est l'entreposage qui était comme un peu mon limitant. Après ça, ben là, c'est... Avec les années avancées, ben là, on s'est construit de l'entreposage à fourrage. Puis mes silos seraient assez gros pour en entreposer pour l'année du maïs en silage. Fait que là, on est revenu savoir qu'on fait-tu bien de ne pas en faire, on devrait commencer à en faire. Fait que là, avec le temps, on s'est amélioré aussi, je veux dire, on a fait de la rotation plus rapide de nos champs, parce que dans le temps, Michel, il faisait une rotation aux 10 ans. D'autres, on est tombé aux 4 ans après ça. Fait que là, on avait tout le temps de l'addition de disponible, quand même des plantes assez vigoureuses. C'est quelque chose qui se ressemble un peu partout là, dans tes coupes. Oui, c'est ça, on a une uniformité aussi. Fait que là, c'était vraiment gagnant comme réponse à l'étable aussi. Puis les plantes fourrageurs, mais ça amène, selon les plantes que tu choisis, ça amène une énergie très, 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 très diversifiée autre que de l'amidon de maïs. Fait que ça amène d'autres avantages aussi à la vache. Puis, tout le temps entre-temps, le test de gras, tout le temps été en augmentant. Il y a eu l'amélioration des rations, mais aussi l'amélioration génétique, parce que ça fait tout le temps un peu, moi et Amélie, dans nos choix de choix de taureau. Le premier critère, c'est trait de santé. Après ça, c'était les productions de gras. Après ça, c'était longévité. Après ça, ça devient après de la conformation. La conformation, on n'a jamais vraiment beaucoup mis là-dessus, mais il y a tout le temps qu'il y a des caractères quand même améliorants pareil, selon notre sélection. Puis qu'est-ce qu'on fait. Comme un joue aussi sur l'autre, ou ce que, à un moment donné, les pattes jouent aussi sa longévité. Puis, il y a plusieurs choses comme ça. Oui, c'est tout interrelié. Puis, depuis quand même plusieurs années déjà, on utilise que de la semence sexée, femelle. Fait qu'on met pas ça on met pas ça à tout le monde, là, on met ça dans les vaches qu'on connaît, qu'on sait qu'ils vont faire une meilleure future que d'autres animaux. Fait que accélérer un peu l'amélioration de ton troupeau. Fait que je veux pas, il y a une genre de sélection naturelle qu'on peut dire en guillemets là-dessus. Oui, un petit peu de contrôle, puis essayer de...
Puis selon nos objectifs aussi d'élevage, tu sais, Ouais. comme tu sais, j'ai parlé de traite de santé, fait que t'as des vaches qui font... Elle va pas être très belle, très bonne 87, mais Moses, elle fait pas de gras, puis elle nous fait une mamie tatouée de façon quasiment assurée, là. Mais c'est sûr qu'on mettra pas une femelle sexy dedans, là, tu sais. On va priser la vache qu'elle, on appelle ça une vache fantôme, là. OK. La vache, là, que elle veille, mener à rendre dans le protocole de fertilité, elle est pleine, puis jamais Ouais, c'est ça. t'en reparles d'elle le reste de l'année, là. Parce- T'as-tu vu elle, Vincent, qu'elle a les oreilles basses un peu? Ouais. Là, tu sais, c'est tout Fait le que temps, ça, c'est magique parce que tu oublies ces vaches-là, puis ils restent dans le temps, puis ils font le job qui est faire du lait. Ouais. Puis ouais, fait que... C'est le clergent X, t'as pas à t'inquiéter pour eux autres. Là. Puis est-ce que tu utilises comme de la semence d'Angus ou tu y vas vraiment juste avec une peau sexy pour tes vaches qui Ouais, c'est sont plus problématiques? ceux qu'on décide de pas élever, c'est du bœuf qui va avoir dedans, du Angus. OK, c'est Ouais. bon. On voit vraiment, tu sais, même, ne serait-ce que juste comme ça, soit sur le bilan carbone ou tu sais, financièrement, là, il y a vraiment une valeur ajoutée à faire ça. Ou, tu sais, quand tu vois pas le potentiel de cette vache-là, on arrête la famille là, tu sais, puis on la fait faire le reste du lait qu'elle a à faire. Mais Ouais, c'est ça sert à rien d'élever des animaux que tu vas avoir du trouble avec après pour les C'est en plein 5 ça. prochaines Fait que années, là. c'est comme facilitant un peu, fait que dans cette veine-là pour ça. Fait que là, pour revenir au maïs en silage... Ah, je m'excuse, je t'ai coupé ça. Non, mais c'est correct, mais je veux dire, ça fait partie de tout. Fait que, tu sais, quand on essaie de trouver des stratégies, puis qui est le défi aujourd'hui, c'est de. Quand je parle d'objectifs aussi d'entreprise, c'est de focusser, puis pas déroger de tout ça. Ouais. C'est facile de déroger, puis même dans les stratégies d'élevage, des fois, là, tu dis, ouais, il y a telle opportunité, mais il faut tout le temps se rappeler un peu pourquoi. Que dans le temps, mettons, le 10 ans ou le 5 ans, même je dis 5-10 ans, mais ça peut être un an. Pourquoi l'année passée, on a pris cette décision-là? Mm-hmm. Puis de se rappeler, c'est pourquoi. Ouais. Peu importe si la décision peut avoir paru moins bonne ou bonne, ou tu n'as pas eu les résultats que tu pensais, mais tu n'as pas eu les résultats que tu pensais, mais il faut que tu te remènes à te questionner. J'ai pris cette décision-là, j'ai pas les bons résultats. Faut que tu te poses la question, c'est parce que j'ai pas pris nécessairement la meilleure décision, ou c'est parce qu'il faut que je sois patient, parce qu'il faut que je continue à me pratiquer pour être meilleur. Ben oui, il faut donner des chances un peu. Donner des chances un peu. Se réajuster, faire ça aurait peut-être marché si je l'avais fait de cette façon-là. Finalement, à un moment donné, toutes les nouvelles façons de faire puis les changements, ils ont besoin d'ajustement. Il faut se laisser la chance. Oui, c'est un peu comme je peux pas faire un lien mettons, avec les fourragères. Tu sais, dans les champs, j'en ai fait plein d'essais des champs, là, Ouais. puis ça n'a pas été nécessairement un succès à chaque fois. Mm-hmm. Puis là, il faut se poser la question, bon, pourquoi j'avais décidé de faire cet essai-là ou de telle manière? Bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est-tu parce que j'ai pas été chanceux à cause de la météo? J'ai-tu fait un mauvais choix de champ? Ouais. C'est comme, j'allais à une présentation la semaine dernière, là, puis c'était une présentation de grande culture pareil, mais des fois, je m'intéresse quand même un peu à tout parce que tu vas chercher comme l'information peut-être pour le futur ou l'information qui peut se ramener un peu dans les fourrageurs pareil. Mm-hmm. Puis le conférencier, c'était par rapport au choix d'hybride. Ouais. Puis il faisait la question c'était pourquoi fait-on toujours place à la chance? Genre dans le sens que on choisit un hybride. Bon, l'année passée, j'ai essayé un hybride et ça a vraiment bien marché cet hybride-là. Je l'ai vraiment aimé. Puis là, tu ressembles ça, puis crème, pourquoi cette année ça n'a pas marché? Mais là, parce qu'il faut que tu poses des bonnes questions. Tu te dis, bon, c'était-tu dans le même champ? C'était-tu un retour de maïs? Ah ouais. C'est quoi ma rotation de culture? L'année, elle a eu l'air de quoi aussi? Là, l'année a eu l'air de quoi? Ah, tu t'es planté au bon moment. Puis je me suis rendu compte que dans le maïs grain, même le maïs en silage, ça a évolué beaucoup depuis 20 ans, depuis que je suis quasiment plus ça, dans le fond. Ouais. C'est qu'ils mettent dans... Je sais pas si c'est pour toutes les compagnies, mais je pense que oui, c'est que selon chaque hybride, ils marquent, mettons, les réactivités à l'azote. Ça veut dire que, mettons, mettons un maïs qui est moins réactif, ça veut dire que tu vas mettre, mettons, beaucoup d'azote au printemps, puis ça va faire son temps. Mm-hmm. Tandis que si le maïs qui est vraiment réactif à l'azote, ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton azote au bon moment pour que lui puisse répondre à son maximum de son potentiel de rendement. Ouais. Fait que là, c'est ça qui disait que, bon, ce champ-là est plus fertile, il y a plus de matière organique que l'autre champ, tu sais. Fait que là, pour ça que le conférencier disait, pourquoi fait-on tout le temps place au hasard? Mm-hmm. Parce que c'est pas parce que ça marchait l'année passée que cet hybride-là, dans ce champ-là, que nécessairement ça va être la même affaire dans le prochain champ où tu as une terre en location. Puis fait que j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il ne faut pas laisser trop de place au hasard, mais aux décisions réfléchies. Mm-hmm. Puis, oui, c'est une bonne façon de le voir. Parce que c'est correct d'essayer des affaires, puis mais de s'attendre toujours au même résultat, là, c'est peut-être naïf un peu. Là, Et moi, mon défaut, des fois, je me suis rendu compte de ça avec mon expérience de vie, c'est que des fois, je fais un essai, puis
Puis là, je suis vraiment beaucoup convaincu que ça va marcher. Mais de l'autre côté, le côté rationnel me dit non, on va essayer une petite parcelle, puis ça marche, tu vas t'en faire plus gros l'année prochaine. Mais moi, je me frustre par rapport que si je n'ai fait une petite parcelle, je me dis pourquoi je n'ai pas fait 40 acres? Si moi, ça a tellement fonctionné. J'aurais dû me faire confiance. Je sais donc comment que ça marche. Puis ça m'est arrivé comme l'année passée. Ouais, fait que là, j'étais convaincu de mon affaire. Fait qu'au lieu de faire comme 15 acres, j'ai fait 40 acres. Puis je me suis planté solide. Ouais, c'est ça. Puis là, fait ça que là, fait plus mal. Là. Fait que là, j'étais tellement convaincu que de mon affaire que j'avais réussi à faire ma première coupe vraiment tôt. Fait que ma deuxième coupe était vraiment tôt. Comme ça, c'est dans la saison 2024. Là, c'est pas 23, c'est 24. Fait que ma deuxième coupe était vraiment tôt. Mm-hmm. Mais mon semis n'était pas prêt encore. Mais j'étais tellement convaincu que je disais à ma blonde, je dis on va ben trop de foin, mais qu'on récolte ça. Puis là, fait que j'ai tout vendu ma deuxième coupe. Oh non. Fait que là, mon 40 acres, là, je me suis planté, j'ai quasiment rien récolté. De ton semis, là. Ouais, Fait qu'il a fallu que je rachète du foin cet automne. Ah, cochonnerie. Fait que là, je me dis, tu parles d'un gars bête. Il est tellement confiant. Fait que ça, c'était vraiment mon moins bon coup de l'année 2024. C'était vraiment bon coup. Ouais, vendre du foin avant de récolter Ouais. le foin, ouais. Ouais, Fait que c'est pour ça, mais c'est de se garder tout le temps, rester positif, puis oui, mais un malheur est arrivé, mais il faut rester positif, puis il y a des solutions à tout. Puis peut-être que la prochaine fois, tu vas changer bout pour bout ta façon de faire, tu vas aller sur 15 heures au lieu de 40. Ouais, puis on s'est posé la question pourquoi ça n'a pas marché, tout ça. On a essayé de trouver des réponses, puis on a resté sans réponse. Fait que on s'est dit, bon, regarde, ça n'a pas marché, puis on tournera pas le couteau dans la plaie mais tout le reste de l'hiver, je veux dire. Va-tu falloir que tu leur sommes ou je pense que non, parce que la reprise à l'automne, ça a été vraiment belle. OK. Mais ça, on sait toujours. Puis, compte de chance, en plus, cette année, on a une vraie hiver. Oui. Hein? Il n'y a pas de redoux, c'est vraiment froid. Il y a un couvert de neige, il commence à en avoir plus, mais il y a quand même un vrai couvert de neige. Il y a pas de... On n'a eu aucun froid, pas de neige. Ouais. On avait tout le temps de la neige quand il a fait froid à date. Ouais. Puis, ça va dépendre de comment Mars va, puis comment la neige s'en va tranquillement. Ouais. Puis après ça, qu'on n'a pas de gros froid quand le sol est gorgé. Mais à moyen terme, là, on annonce un mois de février quand même comme janvier un peu. Fait que, tu sais, ça s'enligne bien. Ça s'enligne vraiment bien. Ouais. Fait que on se croise les doigts. Oui, on se croise les doigts, puis que ce champ-là, il y a eu assez de réserves. Ouais. C'est quoi ton incontournable en ce moment? C'est quoi ta recette là, que tes joueurs dans les plans de fourrageurs que tu dis ça, c'est des bons joueurs pour moi, je m'enligne encore dans cette direction-là? Les incontournables aujourd'hui, là, c'est Fétuc, graminé Fétuc. Les Lusianes ont toujours sa place. Là. Les Lusianes, c'est pareil, j'ai été à un moment donné, je me posais des questions si j'en semais encore. Puis avec ma nutritionniste, on a convenu que oui, mais tout le temps mélange, pareil, du peu, on n'en fait pas. Tout le temps mélange, c'est Fétuc. La Fétuc élevée, oui. Fétuc élevé, oui. Fétuc élevé, c'est de l'année passée, j'ai semé un peu de Fétuc des prés parce que j'ai une partie qui est un petit peu plus humide. Fait qu'on a fait un mélange des deux Fétuc pour augmenter nos chances là, de survie. Il y a un moment donné que j'étais fort sur le dactyle aussi parce que ça amenait beaucoup de volume parce que quand même... des plantes qui sont similaires quand même. Oui. C'est dans les avantages. Là. Les avantages. Puis c'est régi très très bien peu importe le stress, que ce soit stress hydrique ou sécheresse. Les deux réagissent vraiment bien. Fait que c'est comme quasiment devenu des incontournables pas ma part à moi avec l'expérience que j'ai. Là, t'es à 4 coupes, là? On est à 4 coupes, oui. Oui, c'est ça. C'est 4 coupes à Saint-Herménégide. T'es de bonne heure dans le champ pour ta première coupe, puis ça y va par là. Il n'y a pas de niaisage, puis c'est bien fertilisé, là, ça c'est sûr. Oh oui, la fertilisation, il y a pas on les aigne pas là-dessus. T'as beaucoup de fumier à gérer, puis pour ta grandeur de terre, tu sais, fait que... Oui, des défis de ce point-là, mais comme le fumier, des fois... Peut-être que faudrait que ça ne se dise peut-être pas à la radio, ça, là, mais on respecte tout le temps notre perf par rapport aux épandages de fumier, mais on comment on dit ça? On n'en tient pas nécessairement compte quand je fertilise avec mes engrais synthétiques. Parce que ça, c'est comme la production laitière. Tu sais, mettons, tu avais acheté peut-être à 42 kg, mais si tu soignes à 38 kg, ben, les chances qu'elle atteigne vraiment 42 kg ben, sont assez minces. Ouais. Mais dans le champ, c'est pareil. C'est un potentiel, disons, de... je sais pas si le monde parle en temps de matière sèche ou en bale par out, là, mais... Peu importe. Ouais. Mettons, dans ton année, tu vises avoir 12 bales rondes à l'autre pour ton total de l'année, mais t'en soignes pour 8 pour en avoir bales. 8. Mais oui, tu vas pogner tout de bien 15 bales à certaines places,
mais tu n'auras pas ta moyenne. Sa moyenne, ça serait quand même surprenant, t'es 12. C'est en plein ça. Fait que, mais tu l'auras pas pour longtemps non plus. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas une raison de surfertiliser non plus, parce qu'il faut que tu respectes tes champs, parce que tu sais que ton champ a du potentiel, mais tu vas le fertiliser pour son potentiel maximum, mais tu n'iras pas au-delà de ça, parce que, à un moment donné, c'est de jeter ton argent à l'eau aussi. Ouais. C'est un peu comme la production laitière, tu sais, toutes les recettes miracles, toutes les entreprises, les petites poules, si on les mettrait toutes ensemble, toutes tes vaches devraient faire 80 kg de lait en principe. Là. Mais c'est pas tout à fait ça la réalité. Fait qu'en champ, c'est un peu la même chose. Ouais. Puis c'est de pas dégarner ton... Tu vois, dans mes formations précédentes, on parlait de garde-manger. Ouais. Fait que c'est de le garder le plus plein possible. Oui, des années que financièrement c'est plus difficile, il faut en mettre un petit peu moins, mais faut pas se garder ça pour 5 ans. Là. Fait que c'est pour ça que dans tes objectifs, il faut que ça soit clair dans tes objectifs aussi d'entreprise. C'est quoi que tu veux dans tes champs, puis comment c'est quoi tu veux vraiment, parce que il y a plein d'objectifs différents. Il y en a que ça ne leur dérange pas d'avoir plus d'ancrage, d'avoir des moins bons rendements parce qu'ils n'ont plus grand fertilisé, fait qu'on va mettre un petit peu moins, mais dans son objectif d'avoir plus d'ancrage, ça va. Ouais. Puis il y en a d'autres que c'est le contraire, moins d'ancrage, mais plus d'optimiser chaque ancrage. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision claire. Puis, tes mesures-tu tes rendements? C'est quoi tes... Ben, je les mesure pas de façon scientifique comme certaines personnes font, mais moi, personne ne fait scientifique, fais-toi pas. Moi, je vais plus par tendance. OK. Comme là, tu vois, moi, chez nous, les récoltes, c'est pratiquement 90% en ensilage haché. Là, c'est en silotour. Fait que, puis moi, c'est à forfait. Fait que c'est en nombre de voyages. Puis moi, je sais que mon forfaitaire, lui, c'est quand même des grosses boîtes, des boîtes de 24 pieds ou 26 pieds. Fait que moi, je mesure ça en arc par voyage. OK. Fait que quand on approche la fin du chantier, puis j'ai quand même l'œil quand même popé, là, je suis capable d'évaluer le nombre de voyages qu'on va sortir selon les rangs de foin et tout ça. Ouais. Puis vers les 3/4 du chantier ou plus avancé, mais je commence à calculer comment on a sorti de voyage. Puis si on a atteint là, le 2 arcs, 2 arcs et demi par voyage, là, je suis quand même très satisfait. De 24 pieds, mettons. Ouais. OK. Tu as-tu déjà calculé en tonnes, mettons? Tu sais, une fois dans le silo, c'est plus facile de savoir combien de tonnes? Ou... Ouais, là encore là, c'est vraiment loin d'être scientifique, là, mais tu vois, je l'ai déjà calculé, là, mais je veux pas dire n'importe quoi à la radio. Tu gardes ça safe, Puis, comment est-ce que tu choisis ton prochain champ? Tu sais, est-ce que c'est tes rotations, ils sont serrées, ou est-ce que c'est après 4 ans, tout c'est fini, ça revire de bord, ou le rendement, il rentre un peu en ligne de compte, ou est-ce que ça se peut que des fois, il y a des champs qui se fassent retourner plus vite que d'autres, finalement, parce que à cause des rendements? Au début, c'était ça. Les premières années, c'était systématique, puis surtout que les premières années, j'avais un gros ménage à faire, là, tu sais, les champs, les rotations étaient au 10 ans, fait que là, j'avais beaucoup d'ancrage à remettre en deux en même temps. Puis, c'est une ferme qui avait beaucoup de petites parcelles, fait que c'était vraiment peu efficace, là. Tous des petits raccoins. Dans les champs, tout ça. Il y avait beaucoup de pâturage aussi que j'ai viré en champ aussi. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail du sol dans ces années-là. Parce que je voulais faire de la sole, je voulais enlever des petits fossés, je voulais enlever des digues de clôture. Parce que c'est une clôture qui a 40 ans. C'est une belle place de mettre de la roche, ça. Mettre de la roche, ça fait un beau monticule que je voulais comme travailler tout ça. Fait que les premières années, je dirais, mettons, de 2011 aller à 2016, j'ai beaucoup travaillé dans fait d'efforts. Que bon, moi j'ai comme pris mon 120 arbres, je l'ai coupé en 4. Ouais. Fait que ça donnait à peu près 30 acres par parcelle. Fait que j'ai dit, bon, pour les prochaines années, bon, ben, on fait 30 acres là, 30 acres là, 30 acres là, 30 acres là. Puis mes besoins en foin n'étaient pas tout à fait comblés. Fait que j'étais acheteur de foin un petit peu. Fait que c'est là que j'ai commencé à louer un 30 acres chez un voisin. Fait que là, ça s'est rajouté. Fait que j'ai été une année, ça c'était comme vers 2015, je dirais. Fait que cette année-là, j'ai pas fait de rotation à la maison, mais le plus gros était déjà quand même fait. Après ça, ben là, il y a eu des années plus difficiles et des printemps un petit peu plus difficiles que je savais pas trop quoi faire. Fait que des années, j'ai sauté. J'ai pas fait d'implantation. Ça m'a nuit un peu parce que j'ai perdu des champs de luzerne. Parce que, tu sais, une luzerne, moi, chez moi, je considère une luzernière 2 ans. La 3e année, même si c'était 50% luzerne, je la considère comme graminée. La fertilise comme une graminée. Je la fertilise comme une graminée. Puis au semis, t'en mets combien, mettons? Tu vises combien à ton année d'implantation? Tu dis le pourcentage? Ouais. Il n'y a pas vraiment de cible, dans le sens que je suis les recommandations de semences. Okay. Comme je fais un 15 livres à l'acre de luzerne, puis un 10 à 12 livres à l'acre de graminée. OK.
Parce que, tu sais, quand même, quand ça pousse, là, c'est dur à dire, tu as 50% ou 75%, parce que, tu sais, tout est mélangé. Tu sais, des fois, la première coupe, ben là, ta plante abri est dominante, fait que tu vois pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Puis après ça, à la deuxième coupe de semis, ben souvent, mais la luzerne est sur le dessus. Fait que là, tu finis l'année avec beaucoup de luzerne. Là, l'année suivante, quand ça repousse, ben là, la première coupe, ben, il y a beaucoup de graminées quand même. Puis là, après ça, la deuxième coupe, ben là, la luzerne un petit peu plus. Ben c'est ça qu'à ce temps avec la. En fait, que ça me paraît moins, mais il y a quand même une différence. Quand même une différence. Fait que c'est quand même, je trouve dur à gérer. Fait que je vois plus par objectif de semence, puis ce qui est recommandé pour faire les mélanges les plus précis. Mais tu sais, moi, je trouve souvent les gens, ils étirent la fertilisation de légumineuses trop longtemps. Tu sais, là, il reste une bonne patch de luzerne dans le fond là-bas, on va le fertiliser encore comme la luzerne. Ça, il faut que ça arrête, là, parce que tout le reste du champ, lui, il a besoin de plus de gaz. Là. C'est en plein ça. Puis il faut penser aussi, puis c'est avec toi que j'ai appris ça, amender la potasse. Ça, c'est de quoi qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Puis une force que je dirais de l'entreprise, c'est que formation continue. Nous autres, on sortez en masse. Là. On a tout le temps sorti, tu sais, que ce soit en production animale ou les journées de la clinique vétérinaire qui font une fois ou 2 fois par année selon les années, sorties au champ. Tu vois, comme l'année passée, là, ça fait longtemps que je ne savais pas arriver, mais il y avait eu une journée sol au CIARC, justement, l'année passée. J'ai participé. Oui, c'est du rappel, c'est du déjà vu, mais il faut tout le temps se rebaigner dedans. Puis suivre. Puis il faut pas suivre les tendances, il faut suivre les connaissances puis les expériences passées. Puis ça, fait que formation continue, je pense que c'est un incontournable qui fait qu'une entreprise peut se démarquer d'une autre, là, je pense, sur des points techniques, je parle. Là. Fait qu'il reste l'amendement potasse, mais j'ai appris ça avec toi, Marie-Pierre, quand tu étais représentante. Puis l'information que dans ce temps-là, la compagnie offrait, ben ça faisait partie de ça. Puis encore aujourd'hui, quand ils font l'information, ben ils en parlent encore des amendements de potasse. Puis là, même à ce temps, on parle d'autres nutriments qu'il faut mettre l'emphase. Parce que ça s'en vient bien, tes affaires. C'est ça. Ou que même le disait, ces nutriments-là, on n'en parlait pas nécessairement. Comme par exemple, c'est quoi que la dernière journée qu'il y avait des nutriments qui parlaient, là, il parlait beaucoup de magnésium puis de calcium. Fait que tu sais, c'est des nutriments qu'on n'entend pas nécessairement parler, mais tu vois, si j'aurais peut-être pas dans cette journée-là, mais ton représentant qui vient chez vous, t'en parles pas d'emblée nécessairement parce qu'il connaît pas ton niveau de connaissance tout le temps. Puis il sait pas tout le temps nécessairement vers où tu vas aller. Puis même toi, en tant que producteur, si tu n'as pas ces formations-là, moi je me pose la question, comment un producteur peut se mettre des objectifs s'il n'a pas conscience de ces choses-là. Oui, tu as raison. Fait que c'est pour ça que je trouve que la formation continue, c'est super important. Puis même dans la production laitière, c'est pareil parce que tu vois, les premières années, ça, je pense, ça a marqué un peu l'entreprise aussi de notre gestion de régie de troupeau. C'est que on avait été, je pense que c'était l'Aquinac ou un rendez-vous des producteurs de lait, je sais pas quoi. Puis c'était une journée qui était quasiment exclusivement sur la... il y avait la reproduction, mais aussi la gestion des mammifs, tout ça. Puis il disait que il y avait 50% des mammifs qu'on traitait pour rien. Fait que là, je fais OK. Fait que, tu sais, puis d'emblée, il y a beaucoup de monde qui traite la mammoth de façon systématique. Ben oui. Puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau de réactivité. Bon, y a-tu un petit moton qu'on traite ou juste un petit moton, fait attention, tu sais, on attend-tu que ça vienne enfler, qu'elle fait de la fièvre, tu sais. Tous ces choix-là. Fait que là, tu sais, mon vétérinaire, peut-être qu'un jour, il a fini par m'en parler un petit peu. Mais d'emblée, ça serait peut-être pas arrivé tout de suite. Fait que c'est là qu'on a commencé à faire des choix différents dans notre gestion des antibiotiques. Puis que pour toi, ça c'était super important. Puis le vétérinaire, il n'aurait juste pas pensé. Ou tu sais, dans la conversation, des fois, ça vient pas. Puis, tu sais, ça en fait des choses à jaser. Là. Ça en fait des choses à jaser, justement. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est pour ça un peu aussi que c'est important de s'entourer d'intervenants fidèles. Puis de façon récurrente, puis quand tu as confiance, parce que les autres, ils finissent par te comprendre en tant que producteur, connaître tes attentes, puis tes objectifs. Oui, vraiment, c'est un bon point. C'est quoi, tu dirais, les défis des prochaines années pour toi puis Amélie? Les défis... Les défis, on a tout le temps, c'est au quotidien, les défis, là, mais des défis majeurs, là, tu vois, là, cet automne, quand on a pris la ferme, on pensait un petit peu déjà à la relève, une certaine manière de parler, parce que
on avait déjà notre vision claire de ce qu'on voulait pour notre ferme, puis les objectifs qu'on voulait atteindre dans les moments précis. Puis moi, je vais toujours me rappeler, quand j'allais à l'école en 2001, à Saint-Hyacinthe, les professeurs nous martelaient déjà que très jeune, même producteur, il faut déjà penser à la relève. Ouais. La relève, ça se prépare pas 5 ans d'avance. Non. Ça se prépare tout le long de ta vie de producteur. Ça nous a tout le temps resté un petit peu. Ouais. Fait que là, de là, faire nos choix, nos besoins, nos vrais besoins, niveau d'endettement qu'on visait, vision par rapport à quel genre de croissance qu'on veut, on veut-tu croire, parce que tu sais, on entend souvent sur le plancher des vaches là, que si tu grossis pas, tu recules. Mais c'est dans notre vision, puis on se le prouve, moi et Pamille, nous autres mêmes, dans notre cheminement, que c'est pas nécessairement vrai. Parce que c'est tout le temps selon tes choix que tu fais. C'est comme, moi j'ai déjà un producteur qui était comme pas d'accord que je faisais faire à forfait. Ouais. Ça n'avait pas de sens, tu sais. Puis il me disait que j'étais chanceux parce que j'étais proche de mon gars de forfait, que j'étais priorisé avant les autres. Puis souvent, je parlais pas, je me défendais pas parce que des fois, ça donnerait de se défendre contre des gens qui ont déjà une idée prédéfinie. C'est un jugement, c'est juste un jugement. Là. Des idées prédéfinies, puis que tu vois pas, bon, pourquoi ça marche chez un, pourquoi ça marche pas, c'est le questionnement, tu sais. Puis moi, avec mon forfaitaire, ça fonctionne très bien parce qu'on est organisés ensemble. Ouais. Moi, quand arrive le 15 mai, là, je l'appelle toujours, je dis, bon, ben, tu sais, on est de bonne heure ou on est plus tard. Ouais, tu sais, les chaînes ont l'air de ça. D'après moi, dans 10 jours, là, on va être bien proche, là, je pense. Là. Puis il me dit, OK, je suis en train de changer. De toute façon, la semaine prochaine, on prépare les faucheuses, tout ça. Fait que, c'est sûr que tu es un premier à. Tu sais, je réserve pas ma place, mais tu sais, je jase déjà que j'ai l'intention de. Fait que lui, à quelque part, il sait que M. Leclerc, il a l'intention de m'appeler de bonne heure cette année parce qu'il a cette intention-là. Puis après ça, c'est pareil pour les autres couples. Tu sais, je tente un peu le terrain. Bon, c'est ta liste de clients, tu grande, c'est quoi, quel monde font? Dans le jus, la semaine prochaine, moi j'arrête. Fait que c'est tout une question d'organisation. Si tu l'appelles pour demain matin, je dis oublie ça, là, son monde est déjà réservé. Ah oui, c'est lui, sa fin de semaine est planifiée, là, à ta minute. Là. Ouais. Parce que tu sais, c'est un forfaiteur qui est quand même qui a plusieurs machines, mais qui est organisé dans son temps aussi. Puis des fois on jase, bon, tu n'as pas combien de temps, combien d'heure. Il est efficace. Je vais voir comment il est efficace. Puis quand je l'appelle, mettons, le jour d'avance, c'est toujours le nombre d'ancrages que je vais faire, tu sais. Fait qu'il est un peu au courant de ces affaires-là. Fait que bref, pour revenir à qu'est-ce que je disais que je me faisais juger un peu, tu sais, que tout était chanceux, puis t'es pas d'accord, tout ça, mais sur les défis, là. Les défis, ouais, c'est ça, ça faisait partie des défis. Fait que là, la relève, c'est la même chose, on parlait de relève. Puis préparer l'air, elle fait ça. Fait que préparer, fait que on parlait de croissance. On a parlé de beaucoup de choses. Hein? Oui, on a parlé de beaucoup de choses. Mais ouais, de croissance. Après ça, quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi tu le faisais à forfait. Puis, mais je sais pas si tu t'en allais. Anyway, fait que là, pour revenir à la relève, fait que là, tu vois, cet automne, l'automne passé, moi et Pamille, on a pris des démarches pour déjà commencer à préparer notre futur. Préparer, vous avez 3 enfants qui grandissent. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de la présentation, j'ai pas dit ça. Mon plus vieux a 14 ans. J'ai Fillette qui a 13 ans, puis mon dernier a 11 ans. Fait que tu sais, comme ils commencent tu commences à voir s'il y a de l'intérêt, ils ont du fun au moins. Oui, c'est le principal, c'est d'avoir du fun parce que moi, je trouve qu'à date d'aujourd'hui, on prépare plus notre relève pour le futur. Okay. Puis on ne le montre plus qu'à l'agriculture, ça peut être un métier de fun, pas juste stressant non plus. Puis d'emblée, moi et Amélie, la ferme, c'est pour moi et elle. Okay. Mais ça n'empêche pas de négliger le futur de la relève non plus. Il y a tout le temps moyen de trouver un équilibre là-dedans, tout ça, savoir qu'est-ce qui peut se passer. Puis si un jour les enfants, ils disent oui, on en veut, mais ça va être tant mieux, on va déjà préparer. Ouais. Puis s'ils disent non, on n'en veut pas, moi, Amélie, on va passer notre plan B parce que vu qu'on a été aidé par Michel, on s'est toujours dit que si nos enfants ne sont pas intéressés, c'est sûr qu'on a une relève. Ouais. On s'est tout été dans notre plan. Fait que de toute façon, il y a une relève. De toute façon, il va y avoir une relève dans notre histoire de toute façon. Fait que pour ça, il faut se préparer. Puis pour se préparer, on a posé des questions à notre entourage, des comptables, créanciers. C'est quoi vos actions que vous faites? Mettons, c'est quoi, concrètement, cette année, qu'est-ce que ça veut dire se préparer pour de la relève, mettons? C'est garder le contrôle sur l'endettement. OK. Garder le contrôle sur objectifs financiers. Ça devrait être
pour préparer une relève, c'est primordial parce que ça revient encore aux créations de besoins. Ouais. Puis la relève, c'est pas un projet qu'il faut remettre tout le temps demain. Parce que tu mets ça tout le temps demain. Les années passent, là, j'ai 42 ans aujourd'hui. Puis ça me fait toujours penser quand on a acheté la ferme, on avait eu une balance de vente qui était sur 15 ans. Puis on se disait, dans 15 ans, c'est loin 15 ans, mais c'est l'année prochaine, 2026. Fait que la relève, c'est la même chose. Si tu te prépares pas, tu mets pas des objectifs clairs, financiers pour préparer ta relève puis ta retraite, ben... Tu clignes des yeux puis c'est demain. Là, tu es rendu à 55 ans, bon, OK, c'était quoi mes objectifs? Là, j'ai 55 ans, finalement, j'ai pas de relève. OK, je fais quoi avec ma ferme? Je continue-tu pareil? Je la vends-tu? Je fais quoi? Financièrement, je suis où? Fait que, mettons, financièrement, tu n'étais pas prêt parce que tu n'as pas fait beaucoup de planification, d'organisation. Mais là, soit tu as toujours des choix qui se proposent. Parce que moi, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui dit que tu n'as pas le choix. Tu as toujours le choix. C'est le choix qui te convient que tu choisis. Là, fait que la relève, c'est la même chose. Fait qu'on a pris des actions. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est quand même sensible comme information. Mais non, je comprends. Mais c'est ça. La clé, c'est financièrement, il faut se positionner pour faire le choix relève. Moi, ça va être ça. Fait que si dans mon parcours, je prends telle décision, ça va être quoi l'impact qu'il va avoir à ça? OK, ouais. Fait que c'est pour ça que les objectifs sont importants parce que si tu n'as pas d'objectif, cette année, ça serait le fun de faire telle affaire, ben, si tu ne te questionnes pas sur l'impact, ben, tu vas toujours subir. Ça amène une vision à ultra long terme aussi, veux pas. Ça amène une vision de cette entreprise-là dans 50 ans à la limite, là, de dire c'est quand même, c'est une possibilité. C'est loin 50 ans, mais dans 20 ans, disons, facilement. Facilement, puis ça parce qu'en ayant des choix comme fait de façon stratégique, mais t'es pas tout le temps en train de subir tes choix d'avant. Ouais. Non, c'est bon. Y avait-tu d'autres choses sur les questions que je t'avais envoyées que tu voulais qu'on jase? Parce qu'on n'a pas fait passer toutes les questions, mais peut-être des choses que toi, tu voulais... Un que j'ai ri en mettant la réponse, c'est que c'est la question 6. Quel est votre meilleur outil pour réussir votre foin? Puis là, tu mets en parenthèse technologie, machinerie, conseiller, degré jour, nouvel reposage. Mais ça m'a surpris qu'ils ne mettent pas ça dans les choix parce que je pense que le meilleur outil pour réussir son foin, c'est le jugement et les yeux. Parce que pour boire la machinerie que tu veux, la technologie que tu utilises, il y a tellement de variantes dans l'année. Météo, mouille gros, sécheresse. Il y a une année que tu sais, t'as des champs riches, t'es bien drainé, mais s'ils ne mouillent pas, là, t'as beau mettre 6000 gallons de marde, 400 livres d'urée à l'auque, t'auras pas plus de foin, là. Non. Fait qu'il faut utiliser son jugement, ses yeux. Si tu es prêt, c'est pas prêt. Bon, selon des degrés jours, c'est telle affaire, mais ouais, telle plante, c'est quoi ton objectif aussi de récolte, là? Si tu veux avoir du volume, c'est pour dessiner à tes tares, dessiner à tes vaches taries, tes vaches à lait. Ouais. Tu veux 23% de protéines, tu veux, ou tu aimerais ça avoir du volume, puis 18, ça fait bien un job. Là, c'est en plein ça, tu sais. Fait que c'est tout le temps selon tes objectifs aussi. Ouais. Puis l'année, comment il réagit? T'as-tu fait t'as-tu changé ta rotation? Fait que là, faut juste selon tes nouveaux choix que tu as faits. Fait que non, je pense des outils, que ça, c'était une des questions que je trouvais quand même drôle à répondre parce que c'était aucune des choix de réponse. Aucun des choix de réponse, c'est parfait, ça prend ça. Sur le techno des yeux, voyons. Après ça, il y avait la question 10, si on parle recherche et développement, de quel genre d'avancée ou découverte on a besoin dans le foin. Les chercheurs font déjà le travail, je pense, là, qu'on n'a pas vraiment besoin de mettre d'emphase là-dedans. Mais je pense que l'emphase serait plus du côté marketing, je pense, puis compétition entre compagnies, qu'il y aurait beaucoup de travail à faire. On vit dans un monde orgueilleux encore. Hein, il y a beaucoup d'orgueil en compagnie. Je veux dire, c'est ça la concurrence. Je veux dire, c'est que il faudrait que les compagnies se mettent ensemble pour mettre en valeur les vrais bons cultivars, puis délaisser les moins bons cultivars, les économies de bout de chandelle, là. C'est comme dans l'élevage. Le gros, hey, tu mets de la semence sexy, je me suis fait dire ça dernièrement. Tu mets de la semence sexy, c'est 25-30$ de plus par dose, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Mais si ta tare te coûte 33 000$ à élever, j'ai un chiffre de même parce que aussi sur le planche des vaches, il y a plusieurs prix, mais mettons qu'on fixe ça à 3 000$, élever une tare. Mais ton 30$ la dose, c'est où qui était plus payant, là? Mettre 30$ dans un bon animal ou mettre 30$ de moins, mais en élever 3 de plus, mettons, peut-être pour rien, peut-être, là.
Fait que Ouais. je trouve que dans le foin, c'est pareil. Là, tu dis, la crème, c'est rendu 450$ une poche de luzerne. Ouais, mais si ton potentiel de rendement est plus haut, c'est... Trouves-tu que tu as assez d'informations pour faire tes choix de cultivars, mettons? C'est ça que tu sais, parce que dans le temps, on avait le RGCQ, où est-ce que, Ouais. bon, on avait des données de rendement qui sont... ça coûtait cher pour l'industrie à faire, puis ça a été abandonné parce que... Puis c'est plus ou moins fiable non plus aussi. Hein? Ouais, ben, c'était questionnable, là, dans le sens qu'il y en a qui n'étaient pas satisfaits des dates de récolte, puis ces choses-là. Mais là, on se ramasse avec plus aucune donnée non plus. Mais ils n'ont pas commencé quelque chose là-dessus? Ça- Pas vraiment, non? Pas vraiment. Ben, c'est sûr qu'il faut se fier un peu au marketing quand ils sortent une nouvelle variété parce qu'elle ne veut pas à coûter de quoi, fait qu'ils veulent la vendre pour la rentabiliser. Là. Ouais. Mais je pense qu'encore une fois, c'est aller sortir de chez nous, juste de chez vous, pour aller voir les parcelles. Ouais. Je pense que c'est encore ça qui est... Il y a de plus en plus cette possibilité-là aussi. Puis, Ou si tu sais que dans ton rang, tu as des cultivateurs qui sont plus avant-gardistes, je parle ça en guillemets, là, ouais. que d'autres, que les autres sont plus du genre à semer les nouvelles variétés ou qui sont plus du genre à être tendance, fait qu'ils semment ce qui est nouveau. Mhm. Mais c'est de prendre une règle de char, puis... Tu le fais-tu, ça? Ouais. C'est-tu quelque chose que... Puis pas juste pour les semences, là, juste comme de parler avec les producteurs, tu sais, c'est-tu important pour toi, ça, mettons, de faire du co-développement avec tes autres producteurs? Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça parce que on n'a pas tous le même degré d'orgueil. Tu sais, quand je parlais d'orgueil, Ouais. là, c'est un peu ça. C'est pas tout le monde qui sont fiers de leur mauvais coup Ouais. ou qui veulent pas montrer que tu sais, c'était moins bon pour telle raison. Tu sais. Pour ces discussions-là, je cible mes producteurs pour ces Ouais. questions-là. Est-ce que tu veux le savoir quand ça n'a pas bien été, puis pourquoi, puis ça veut pas dire que tu le feras pas, mais ça serait le fun que... Puis le contraire, si ça a bien été, c'est pas juste le fruit du hasard. Là. Ouais. C'est quoi la raison, tu penses? Puis... Exact, ouais. Fait que non, moi, je suis plus genre type tendance, je pense, comme dans je fais mes choix de fourrageurs, parce que j'ai tout le temps confiance que quand ils sortent un nouveau produit, c'est tout le temps le Mieux que l'autre d'avant. mieux d'avant, tu sais. Fait Ouais. que c'est un peu là-dessus que. Mais je m'arrête jamais au prix. Parce que ce que je veux, c'est aller le maximum de mes ancrages. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu dis, bon, t'as la poche à 450$ la poche, le prix à 450$ la poche. Puis t'as l'autre luzerne un peu plus vieille à 300$, mais j'ai le potentiel d'économiser, mettons, 3000$ à mon implantation. Ouais. Mais c'est quel genre de potentiel que tu perds pour plus tard. Comme un autre exemple qui s'est passé l'année passée, j'ai décidé de semer une usine OGM l'année Ouais. passée qui était Roundup Ready, Mhm. mais pas dans le but d'arroser au Roundup, c'est parce qu'elle avait des... Il est plus digestible, puis Ouais, les j'avais- rendements sont bons aussi. Ouais. C'est ça, comme il ça qu'il est vendu. y avait des critères là, potentiels autres que le Roundup Ready qui avait cette Ouais. plante-là. Fait que c'est pour ça que je suis allé vers ce choix-là. Mhm. Fait que c'est pour ça, des fois, tu sais, qu'il y a des produits qui vont faire sur le marché, et elle a un certain but, mais des fois, il y a d'autres critères que tu peux prendre en compte pour Ouais. prendre ta décision de faire ce Ouais, choix-là. ouais. Définitivement. Comme le Festulélium, je vais le réessayer cette année. Là. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, là, je le disais, j'ai des mauvaises expériences, là, mais ça s'est peaufiné. Dans toutes mes conférences, là, je parle de toi toutes les fois Ouais. que je parle de toutes les espèces, parce que je parle toujours de la fois que le Festivalium était sorti, puis qu'il y avait un producteur qui l'avait essayé, puis qu'on avait mis un petit peu trop dans le mélange. Fait que je dis toujours, Festivalium, à utiliser, tu sais, avec parcimonie, pas trop un haut taux de semis, puis à chaque fois ton histoire a mis dans la tête. Puis le chien avait comme deux différences. Là. Le Ah chien, ouais. c'était coupé au couteau, là. C'est fou. Hein, Mais les nouveaux produits, c'est ça, faut être prêt à c'est un risque quand même, là, veux pas. C'est un Tout le risque monde quand même. apprend à travailler avec ça, là. Ouais, mais quand tu rises ton coup, t'es content, tu sais, Mais dans, oui. dans tout ça. Mais je pense que ça va bien fitter dans ton système si t'en mets pas trop. Ouais, c'est ça. Fais attention au nombre de kilos lecteurs. Fait qu'on n'a pas parlé beaucoup de fois de temps que ça dans notre conférence, mais je trouvais ça bien. Mais sinon, dans les autres, on parle d'historique, avantages, les plans de fourrageurs, on a parlé un petit peu. Après ça, tu parlais, comme tu vois, une autre chose que ça fait partie de la formation continue. L'année passée, Lactanet avait donné une conférence sur les récoltes de foin, tout Ouais. ça. Puis Du champ à l'étable, Du champ à la l'étable, rentabilité. puis, tu vois, il y avait des choses d'emblée que je savais que c'était comme un incontournable, qu'on peut dire, mais j'avais pas des mots à mettre dessus, tu sais. Ça fait que, tu sais, quand on parle, mettons, de foin jeune, on donne cet exemple-là, c'est quoi? Ouais. Mais c'est quoi ça du foin jeune? Ouais. C'est quoi les caractéristiques que C'est ça... pas le chiffre, là. C'est Ouais. c'est quoi qu'on recherche dans un foin jeune? Fait que là, en mettant des termes, mettons foin jeune, mais le premier caractère, mais c'est de l'EDF basse. En bas de 30 le plus possible. Mais sans que ton foin soit jeune, je suis capable d'atteindre ces niveaux-là pareil, tu sais, selon tes choix de cultivar, Ouais. choix de date,
La fertilisation, tout ça. Aussi, ça va avoir un impact. Fait que, tu sais, c'est comme cette année, à cause de mes achats de foin. J'ai dû magasiner un peu mes foins, tu sais, je veux pas, tu sais, puis moi, quand j'ai des achats de foin à faire, j'attends jamais au mois d'avril parce que moi, même si le prix peut être plus cher un petit peu à l'automne, parce que des fois, le prix peut soit baisser ou soit monter selon l'inventaire de la région ou d'où tu l'achètes. J'ai tout le temps une préférence de me dépêcher pour avoir le premier choix. Ouais. Comme ça, tu sais, même si ça coûte un peu plus cher, mais je sais que j'ai un potentiel meilleur ou une meilleure consommation, tu sais, puis j'ai certains avantages pareils. T'es moins mal pris, là. Tu te ramasses pas à avoir du foin qui répond pas à tes besoins pantoute. C'est en plein ça, tu sais. C'est pour ça que, tu sais, ça fait partie encore de la planification et de l'organisation. Je veux dire, on laisse pas le hasard, OK, tu sais que tu vas manquer de foin, tu sais que tu as vendu du foin et tu n'aurais pas dû, là. Mais oui. Tu vas pas te cacher derrière... Tu vas pas te cacher, tu peux broyer une semaine, être gêné, mais à cette heure, t'en parles, puis tu sais, je parle de ma mauvaise expérience parce que, tu dis, ouais, c'est vrai, tu sais, on fait pas tout le temps ça. C'est vrai, ça me prend du foin, pourquoi j'attends, tu sais, des fois. Puis, à un moment donné, j'avais tombé sur du foin qui était vraiment, vraiment abordable, mais il était à 20% de protéines, mais le foin était emballé, mais quasiment sec. Fait que là, j'en parle à ma nutritionniste, elle dit, ouais, c'est pas sûr que c'est le meilleur foin pour que. Là, pourtant, il est haut en protéines, ouais, mais il est quasiment sec. Fait qu'il. La protéine ne sera pas trop disponible, ne sera pas trop digestive. Fait que, dans ton cas, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Là, elle me dit, tu sais, tu trouverais un foin à 14-15, mais plus humide, mettons, à 40% de matière sèche. Qui fit plus avec ce que tu as le restant de l'année. Je me dis, OK, c'est pas nécessairement le nombre, la quantité de protéines qu'il y a dedans ou d'énergie. Tu as d'autres aspects. C'est même de moins en moins regardé, je pense. Tu sais, comme moi, je pense dans les 10 dernières années où est-ce que. Tu sais, quand tu veux faire assemblement, tu connais ça, les analyses, là, comme quand tu travailles dans le champ, puis là, tu checkes la protéine, puis là, un peu l'humidité, puis c'est pas mal les deux affaires que tu comprends. Puis là, c'est tellement de moins en moins vrai que là, c'est ça, faut s'habituer à regarder tous les autres critères aussi. Oui, ça plein ça. Fait que, ça, avec mon expérience, ça m'a appris ça, mais en même temps, avec la formation que nous l'année passée, mais j'ai pu faire des liens puis mettre des mots sur ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que je trouve que la formation continue. Ça reste important aussi, plus le côté social aussi. Ben oui, évidemment. J'ai beaucoup aimé ça, parce que tu sais, j'en ai une partie de la formation, puis je trouve qu'on jase pas assez souvent les conseillers dans l'étable puis les conseillers dans le champ, puis de faire quelque chose qui se combine ensemble, puis d'un continuum, là, vraiment du champ à l'étable pour vrai, avec, tu sais, il y a plein de petites zones grises que personne n'est tout à fait à l'aise parce que ça embarque un peu sur la spécialité de l'autre, mais pour vous, les producteurs, c'est tellement gagnant quand on réussit à se parler ensemble puis à avoir un beau continuum de formation. Oui, puis est-ce que la formation continue, ça amène ça, j'ai pas du temps de pouvoir comprendre ton représentant aussi. Oui. Parce que, tu sais, le représentant, il a son bagage, mais si le producteur ne comprend pas tout à fait les mots, des fois nous autres, les producteurs, des fois, on n'est pas des bons vulgarisateurs nécessairement. Mm-hmm. Fait que, tu sais, dans notre tête, c'est clair, mais on n'est pas capable de mettre des mots nécessairement sur les choses, ou, tu sais, où la personne dit des termes ou des affaires. Mais le producteur, il ne comprend pas tout complètement parce que dans sa tête, il n'y a pas les mots qui concordent. Fait que des fois, le chemin n'a pas été fait non plus. L'échange n'est pas facilitant. Fait que je trouve que la formation continue, ça amène ça aussi. Mm-hmm. Ben oui. Définitivement. Une espèce d'esprit critique aussi. Là. Tu sais, comme tu le sais un peu quand tu es en train de te faire remplir. Tu sais, je trouve que c'est essentiel. Tu peux plus challenger tes nouveaux représentants. Parce que des fois, je parle d'être loyal puis fidèle à ses représentants, mais c'est pas une raison de pas challenger ailleurs et de pas changer. Oui. Puis tu sais, je pense que tu as tout le temps été ouvert à jaser avec les gens. En tout cas, moi, j'ai senti ça de toi. Puis à un moment donné, tout le monde a quelque chose à apporter. Puis, mais ça te permet de faire ton esprit puis de dire, bien, en cette personne-là, j'ai confiance, je suis capable d'y demander une question, puis je sens que j'ai la vraie réponse. Puis ça te prend du monde dans ton équipe. En qui tu sens ça, parce que sinon, comment tu fais pour avancer pour les 20 prochaines années? Il faut les meilleurs choix. Hein, oui, exact. Puis les meilleurs choix, ils peuvent changer. C'est ça. C'est en plein ça. Oui, comme il faut se remettre en question. C'est aussi c'est important parce que des fois, c'est comme l'année passée, on a un peu des problèmes avec des fièvres du lait, tout ça. Puis avec ma vétérinaire, au jour de ça, elle me disait, tu sais, quand ma vétérinaire a le même âge que moi, fait qu'on est allé à l'école dans les mêmes années, elle dit... Tu sais, quand j'étais à l'université, il y a quasiment 25 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas de dire ça de même. Mais tu sais, une fièvre du lait, c'était géré de même, puis le but, c'était ça.
Mais là, depuis 5 ans, il y a d'autres recherches qui arrivent, on s'est rendu compte que on peut faire ça, on peut amener ça. Fait que tout ça a évolué, puis pourtant, une fièvre du lait en date d'aujourd'hui, puis une fièvre du lait, il y a 30-40 ans, c'était le même problème. Oui, métaboliquement, c'est la même affaire. C'est la même affaire, ça n'a pas plus changé. Fait que les chats, c'est la même chose. Mais ça, les fièvres du lait, là, moi, en tout cas, c'est ça. À l'université, on apprend, c'est réglé avec la DACA. Puis ça a sûrement encore changé. Il faudrait moi aussi que je me mette à jour. Là, mais tu sais, OK, si tu la DACA, que tu regardes-tu le pourcentage de potassium que tu regardes, puis tout ça, dans le champ, c'est pas réglé de la même façon non plus avec ton foin, puis là, dans l'étable aussi, il y a d'autres tactiques. Fait que, tu sais, si on se parlait plus, le secteur au grand complet, on pourrait bien plus vous aider, là. C'est clair, clair. Mais déjà, c'est déjà mieux que ça a déjà été, c'est sûr. Puis c'est selon les représentants aussi. Il y en a qui sont plus ouverts à ça que d'autres aussi. Il y en a qui sont plus réfractaires, puis il y en a d'autres que... Exact. T'avais-tu d'autres choses? Sinon, on m'a fait le tour de la feuille, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je vais être sûr que tu as tout dit qu'est-ce que tu voulais dire. Oui, l'objectif. Je pourrais parler que chez moi, je fonctionne au semi-direct. C'est vrai, on n'a pas parlé pendant tout. On fait aucun travail du sol là, pour les implantations. Des beaux semis de foin, à part celui de cette année, mais les autres... Ça, semi-direct, c'est pas moi qui a commencé ça, c'est Michel Côte-Noir qui a commencé ça. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il le faisait. Puis lui, sa raison, tu m'as toujours dit l'année passée que c'était pas une bonne raison, mais c'était une raison comme une autre. Il voulait plus ramasser de roches. Oui. Mais il réussissait quand même très bien. Oui. J'ai fait des expériences, il y a d'autres qui ont fonctionné moins d'autres que d'autres. Mais tu as des super belles implantations. Tu sais, règle générale, tu réussis très très bien tes implantations. Puis à chaque fois que quelqu'un me le demande, ça se fait-tu? Je suis tout le temps, ben oui, ça se fait. Je le sais, j'en connais au moins un qui le fait, puis très très bien. Fait que tu sais, est-ce que c'est automatique? Non, je pense pas. Puis quand je dis que c'est pas une bonne raison, on va ramasser de la roche, c'est que j'aimerais ça que les gens ils incorporent leur show puis ils amènent leur sol à une belle place avant de tomber dans leur semi-direct, dans le foin. Mais c'est faisable, clairement, parce que tu réussis super bien avec ça. Puis à chaque fois, tout le monde est comme, ben là, il est équipé comment? Puis là, je suis comme, ben là, c'est comme un semoir bien ordinaire, là, un Great Plains, là, attends une minute. Fait que là, mais c'est ça. Je pense que ça c'est unique, mais vous réussissez super bien. Pourquoi changer ça? T'sais? Ah, c'est en plein ça. Puis, tu sais, on t'en parle pas, il faut se mettre en question de nos façons de faire. Parce que je me rappelle, une année, j'avais été semi en semi-direct chez mon voisin. Je dis, ça marche chez nous, pourquoi ça marchait pas chez le voisin? Ça n'a pas marché pantoute. Ouais. Puis là, après ça, avec le temps et avec d'autres formations continues, je me suis rendu compte, mais c'était quoi les erreurs qu'on avait faites, que ça ne se fait pas de façon systématique, mais finalement, quand tu connais ta réponse, même si c'est plus tard, mais tu t'organises de façon... Puis je veux rien enlever à Michel, sauf que tu dois réussir mieux quand même, dans le sens où ta couenne est pas mal moins épaisse après 4 ans qu'après 10 ans. Puis tu sais, ça fait que ton contact sol-semence est toujours super bon. Puis, tu sais, il y a l'histoire des rangs, que là, c'est sûr que c'est plus facile de voir les rangs dans le semi-direct, puis qu'en dedans de 4 ans, c'est moins facile de couvrir tout le champ. Là. Mais je pense que c'est... Ah, il y a beaucoup de travail, mais c'est sûr que le semi, c'est une chose, mais la fertilisation, c'est une autre aussi. La santé globale du champ, là, on a mis beaucoup d'emphase là-dedans aussi. Fait que c'est un peu un tout, là, tu sais. T'as-tu une date limite pour arroser, pour te dire qu'il faut vraiment que ça soit bien brûlé pour qu'au printemps, t'aies pas de problématique? C'est-tu un enjeu? On a fait des essais un petit peu. À un moment donné, je pensais arroser pour m'aider dans mon contrôle des mauvaises herbes, puis gagner une coupe de foin, là. À un moment donné, je pensais à faire des arrosages au printemps. Ouais. Puis, c'est comme ramasser ta première coupe puis l'arroser après? Oui, arroser puis semer herbe de Soudan un peu pour aller chercher du volume puis quand même une qualité quand même intéressante. Ouais. Puis les 2 années que j'ai voulu le faire, j'ai pas réussi parce que c'était 2 printemps vraiment secs, qui étaient le printemps 2021 puis 22. Ouais. Puis c'est 22 ou 23, en tout cas, il y avait 2 printemps vraiment secs. Puis j'ai dit non, si je fais ça, je vais me planter, c'est sûr, parce que... Puis là, t'es comme à la dernière minute. À l'automne, t'as quand même encore une chance de te reprendre. Ouais, c'est en plein ça. Fait que là, j'ai choqué, j'ai pas rien fait. Fait que, puis là, c'était une bonne affaire parce que je me suis rendu compte, parce qu'à tous les ans, j'en parlais à mon monde que je voulais faire ça. Puis maintenant, c'est là que j'ai compris pourquoi ça n'avait pas marché chez mon voisin 10 ans avant. C'était pendant une conférence où avec un représentant, on échangeait sur quelque chose. Puis là, on parlait de profondeur de semis, justement. Ouais, c'est là on parlait de profondeur de semis. Puis là, je me suis rendu compte que, c'était ça la raison d'abord. Fait que justement, c'était en lien avec les personnes de Quinn. Fait que j'ai une chance que j'ai pas fait ça parce que je m'aurais planté, c'est certain. Ouais. Fait que là, finalement, les arrosages, là, c'est tôt l'automne, quitte à manquer une coupe de foin. On s'est rendu compte de ça. Puis le défi chez moi, c'est le pissenlit. Ouais. Puis le pissenlit,
au début, j'arrosais juste au Roundup à l'automne, mais assez tard. Puis on s'est rendu compte que c'était pas efficace contre le pissenlit, fait que maintenant on arrose un peu plus vite. Mhm. Mais on fait un mélange autre que juste le Roundup. On met des Un herbicide pour des feuilles larges. feuilles larges, là, je me rappelle plus. C'est pas du 2,4-D, là, c'était un autre. Dicamba, Banville, quelque chose comme ça. C'était pas Dicamba. Et il l'appelle Ingenia des fois, ouais. Ouais, non, c'est pas lui. Non, non. C'est un autre, je me rappelle pas par cœur. Mais il n'y a pas de 32 options, mais... Ouais. Fait que c'est Roundup et feuilles larges aussi. Puis tu vois, ce Tu printemps... contrôles mieux, là. Ouais, puis ce printemps, j'ai pas hésité de faire un autre arrosage au printemps parce que les semis... moi, je suis pas quelqu'un qui est pressé de rentrer dans le champ le printemps. Puis le printemps 2024, il y a eu 2 fenêtres de semences. Il y a eu vraiment tôt, puis là, c'était un petit peu plus tard. Mhm. Puis j'ai pas pris la fenêtre première vraiment tôt parce que je me trouvais un petit peu de bonheur. Je voulais épandre du fumier aussi, fait que je voulais attendre que le terrain soit vraiment prêt pour ça. Puis à cause de ça, j'ai manqué la fenêtre de bonheur, fait que ça m'a reporté plus tard. Puis là, on voyait le chien dent qui repoussait, puis dans ce champ-là, j'avais semé de l'Alpis roseau comme 5 ans avant. Ouais. Puis je ne savais pas, j'ai appris ça cette année, que l'Alpis roseau, c'est une plante quand même difficile à détruire. Ouais. Parce que c'est une plante à rhizome aussi, hein, comme le chien dent. Ouais. Fait que lui aussi, il sortait par touffe. Fait que, tu sais, le champ n'était pas vert, mais assez pour te dire que crime, c'est un champ justement pour 5 ans. Ouais. Il dit, oui, ça va me coûter 1200$ d'arrosage, mais crime, je veux pas mon que dans 3 ans, c'est le chien dent puis l'Alpis roseau qui a pris le dessus sur mes plantes. Ouais. Fait que tu vois, c'est une autre économie que tu dis, ouais, j'aurais pu sauver 1200$, mais à quel prix que ce 1200$ d'économie-là m'a coûté comment? Il t'aurait fatigué à quel point pendant 5 ans? Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'adage, là, quand j'étais à l'école, il disait ça, des économies qui coûtent cher, des dépenses qui rapportent. Ouais. Ça, faut pas oublier ça aussi. C'est vrai. Jouer cheap sur cet arrosage-là, ça aurait pu être vraiment fatigant. Ça peut coûter cher. C'est pour ça qu'il faut se poser des questions pour avoir des objectifs clairs, parce que si tu marches tout le temps au court terme, que je veux pas dépenser ça, mais c'est quoi l'impact pour plus tard, encore une fois? Là, Ben oui. Fait que ça, puis tu m'as posé cette question-là par rapport à... on parlait du famille direct. Ouais. Puis la dernière question que j'ai réfléchi un peu pour répondre, c'est la 14e et la dernière. Qu'est-ce qui aurait pu vous aider à démarrer du bon pied et à progresser plus rapidement? Puis moi, la question, c'est quand j'ai lu cette question-là, c'est quoi progresser plus rapidement? Parce que progresser, c'est propre à chacun un peu. Ouais. Hein? Il y en a que c'est la croissance. Mm-hmm. C'est une personne qui a le même objectif, tout ça. Mais progresser, j'ai pas... ma réponse, elle tient pas compte de progresser, mais moi, je peux dire que avoir les connaissances et la sagesse que j'ai aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais fait des choix différents dans le passé. Mm-hmm. Puis probablement que l'entreprise soit tout de même un petit peu différente aujourd'hui, malgré que j'aurais les mêmes objectifs pareils que dans le passé. Fait que... T'as été quand même bien entouré du départ, puis vous avez tu sais, je comprends que le progresser, il te break un peu, mais si tu pars de où... Tu sais, si on recule dans l'histoire, de où est-ce que t'es parti, il y a une méchante progression, Eric. Ah oui, c'est sûr, d'extérieur, c'est comme quand je t'expliquais avant notre entrevue. Ouais. Tu sais, j'ai appelé quelques intervenants pour des questions, puis m'aligner un peu pour pas c'est dur de répondre à ces questions-là de ton cerveau, là. Que je dise n'importe quoi, tu sais, puis les 2 personnes m'ont dit, tu sais, Eric, vous avez tout le temps eu des objectifs clairs, puis vous avez tout le temps, vous avez tout le temps questionné, fait que je leur posais, selon vous autres, c'est quoi mon meilleur coup, puis mon moins bon coup que j'ai fait dans mes 14 ans, puis... Ben ouais. Les bons coups, les 2 personnes m'en ont, tu sais, je veux pas me vanter rien, tu sais, je veux dire, on est pas à l'abri des défis. Non, mais je t'avais demandé. mais si ces gens-là disaient, tu sais, vous avez ça, c'est que ça a été, tu sais, regardez d'où vous êtes partis, parce que, tu sais, moi et Amélie, on est dedans, hein, puis tu sais, on fait nos choix pour le meilleur futur, fait que d'emblée, tu sais, on n'a pas réfléchi longtemps que c'est de même que ça devrait être fait, tu sais, puis il y en a tout le temps pour adopter encore, nos objectifs sont clairs. Mm-hmm. Fait que nos décisions sont toujours prises en compte de ça. Fait que puis on a tout le temps travaillé fort pour les atteindre aussi, tu sais. Puis là, je dis, ouais, puis mon coup, mais les 2 personnes, ils ont été un petit peu hésitants. Ils disent, on sait pas si vous avez fait, tu sais, des mauvais choix, tout le monde en a fait, vous avez fait des mauvais choix, mais de là, des moins bons coups pour vous freiner ou dire que ça a un impact significatif. Un impact significatif, ouais. Elle dit, on sait pas quoi te répondre. Mm-hmm. Parce que, tu sais, des mauvais mots, on en a fait toutes, là, mais... Exact. Puis au final, c'est pas obligé d'être catastrophique, des moins bons coups, tu sais, puis moi, c'est surtout que tout le monde en fait des décisions que finalement, c'est pas tout à fait la bonne,
tout le monde fait ça dans la vie. Puis à un moment donné, ça n'empêche pas que même si on fait des moins bonnes décisions, puis prend des moins bons coups, qu'on réussit super bien pareil, puis qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime dans la vie, puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis, moi, ça fait 10 ans que je travaille en agriculture. Fait que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Puis, tu sais, juste ça, moi, je trouve ta confiance, puis la confiance, Amélie aussi, là, tu sais, en tes décisions, en où est-ce que tu t'en vas. Puis, tu sais, le semi-direct, au début, t'étais comme là, je suis comme pognée un peu avec ça. Puis moi, j'étais comme, ben ça va bien, on continue, on va dans ce sens-là. Puis là, je le sens que là, c'est comme, on se l'est demandé, puis ça va bien, fait qu'on continue dans ce sens-là. Puis tu sais, je suis confiante de cette décision-là. Puis ça, je trouve que c'est une belle progression, Eric. Puis, merci bien. Ouais, ça, je pense que c'est... en tout cas, je lisais cette question-là que j'envoie à tout le monde, là, comme pour se préparer au balado. Puis moi, je me demandais qu'est-ce que tu allais me dire à celle-là, parce que je pense que t'as été prudent aux places qu'il fallait être prudent, puis t'as des mauvaises années de festulolium, que ça marche pas pantoute. Ben, crime, fallait bien que quelqu'un l'essaye pour qu'on apprenne qu'il fallait pas faire ça. Puis tu l'as pris vraiment de ce sens-là. Hey, c'est pas grave, on leur fera plus de même. Puis on essaye une autre affaire, puis c'est correct, là. Non, faut pas se freiner aux petits échecs, là. Ouais, c'est ça. Des petits échecs. Faut pas se freiner à ça, puis les limites, c'est nous autres qu'on se les impose, les limites. Hein. T'as raison. C'est pas parce que t'as pas le choix, c'est soi-même qu'on... Ouais. Puis moi, un grand sage m'a déjà dit, dans 10 ans, les gens vont dire que t'étais chanceux. Puis toi, c'est le genre de personne que je pense que c'est ça. Dans 10 ans, les gens vont dire, hey, sont-tu chanceux, eux autres? Puis, mais je pense pas que c'est de la chance. C'est pas que de la chance. C'est pas ben de chance. C'est beaucoup de l'intelligence puis de prendre des bonnes décisions. Merci, Eric, d'être venu au balado. Merci, ma fille, c'était un plaisir. On se reparle une autre fois, là, parce que... c'est ça, on a dépassé notre temps d'une couple de minutes. Ah, quand même pas pire. Bye. Bye. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 des Foins finaux, un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Merci d'avoir été à l'écoute.